C'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons, chers téléspectateurs de l'invité du Zuma. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite à suivre cette émission jusqu'au bout. Nous saluons tout particulièrement les téléspectateurs d'Antananarivo qui suivent cette émission en direct sur la TV Plus Madagascar ou sur la Radio Plus 100.2 FM, ainsi que tous nos téléspectateurs de Tamatave, de Majenga, de Fianarantsoa et de Mananzar, mais également ceux qui suivent cette émission depuis les radios régionales et tous nos concitoyens malgaches se trouvant à l'étranger, desquels nous avons reçu des questions provenant du Canada, des États-Unis ou encore de la France. Notre invité d'aujourd'hui est M. Silva Rabetsaroun, membre du Conseil supérieur de la transition. Bonsoir monsieur, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, bien que celle-ci fût des plus soudaines. Bonsoir Madame Untinarial, ainsi qu'aux téléspectateurs de la TV+. Et je souhaite un joyeux 10e anniversaire à la TV+. Monsieur Silva Rabetsaroun, nous vous connaissons surtout en tant qu'entrepreneur, sénateur de 2001 à 2008 et aujourd'hui membre du Conseil supérieur de la transition, dit CST, au sein duquel vous êtes vice-président de la Commission Défense et Sécurité. Car lorsque nous discuterons des affaires de ce pays, nous parlerons de la défense et de la sécurité. Si l'on se réfère aux nouvelles qui ont fait pas mal de bruit cette semaine, sujet qui ouvrira notre débat ce soir, il y a eu une mutinerie dimanche dernier au sein de RFI IVAT, engendrant la mort de 3 personnes selon les rapports officiels. En réalité, selon nos collègues journalistes, il n'y a eu aucune preuve tangible de ces morts présumées, excepté peut-être le décès d'un capitaine. Par contre, dans le cas du caporal Black, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Il y eut également la rencontre entre l'ancien président Marc Ravalomanana et le président de la transition Andry Rajoelina aux Seychelles. À vrai dire, à l'heure où l'on parle, nous ne savons pas vraiment ce qui s'est réellement passé. Il semblerait que ces messieurs n'aient fait que suivre les suggestions de la SADC en ne laissant aucune information filtrée. Ainsi, la SADC est la seule apte à communiquer des informations. Selon les nouvelles, qui, je le suppose, concordent avec ce qui s'est passé aux Seychelles, M. Ravalomanana peut revenir ici à Madagascar. Alors que son retour avait été refusé au mois de mars, après que celui-ci ait eu l'intention de venir ici au début d'année, le 21 février 2012, et que 2 semaines plus tard, sa femme, la Laura Ravalomanana, comptait elle aussi retourner ici, mais sans succès. Ce qui nous amène à nous poser la question, M. Silva Rabetsaroun, n'y a-t-il réellement eu aucun accord convenu aux Seychelles ? Ou alors un accord a été trouvé mais rien n'a été ébruité afin d'éviter tout débordement de la part de chaque mouvance, étant donné l'arrivée au pays de la femme et des enfants de l'ancien président Ravalomanana. Oui, je crois qu'il y a effectivement eu quelque chose. Car ces 2 messieurs font partie de l'origine de la crise à Madagascar. Dire que rien n'a été conclu là-bas est difficile, car ce sont eux qui ont vu ce qui s'y est passé. En tout cas, les explications que nous avons vues et entendues hier et aujourd'hui ne sont que des langages diplomatiques et politiques. Le problème est que les 2 campent sur leur position. Voilà, c'est justement la question concernant ce qui s'est passé là-bas, puisqu'aucune nouvelle n'a été diffusée. En général, les Malgaches n'en ont seulement eu aucune nouvelle, mais sont en plus frustrés de ne rien savoir. Que pensez-vous de la façon d'agir de la SADC, ces médiateurs internationaux qui ont donné toutes les nouvelles autour du sujet? Est-ce nécessaire dans la démarche des négociations de limiter les informations concernant cette rencontre? Qu'en est-il des Malgaches qui sont pourtant directement concernés, la nation malgache étant concernée? Cette limitation des informations est-elle nécessaire? Personnellement, j'interprète cela comme un manque de considération envers le peuple malgache. Une population de plus de 20 millions d'habitants, mise au courant de leur rencontre et attendant des échos, des solutions de cette rencontre. Je trouve cela inacceptable qu'ensuite les informations soient distillées, voire muselées. Le peuple est avide de savoir quelles ont été les solutions apportées par cette rencontre. Cela fait plus de 3 ans, vous savez. Non pas que je sois devin, mais il y a 2 ans de cela, j'avais déjà dit que les démarches conduites par le groupe de contact avaient piétiné et atteint leurs limites. Voilà pourquoi on en est là maintenant. Et les 2 dirigeants ont été isolés, pour ne pas dire exilés.
Même les journalistes a également emmené aux Seychelles, tels que les journalistes malgaches qui ont peu de moyens, et que les journalistes étrangers, même la AFP, tel qu'on a pu le voir, n'ont pu sortir aucune nouvelle. Mais la question, M. Silvara Betsaroun, à vrai dire, nous ne savons pas vraiment quels ont été les accords conclus aux Seychelles, qu'est-ce qui a été discuté. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que cela concernait la feuille de route, et surtout le retour de M. Marc Aravalman à Madagascar. Parlerons plus tard de sa participation aux élections. Votre point de vue sur ce sujet, le retour de sa famille aujourd'hui, peut-il signifier qu'il y a eu accord sur son retour ici? Eux seuls le savent. Je ne peux rien vous affirmer. Je mentirais si je vous disais s'il va pouvoir rentrer au pays ou non. Mais est-ce une solution? Personnellement, s'il décidait de rentrer au pays, il l'aurait déjà annoncé. Le problème, selon moi, c'était juste des effets d'annonce, qu'à leur retour, des solutions seraient apportées. Tous deux, décideurs, l'un, ancien président, l'autre, chef de la transition. Ils se sont rencontrés et sont rentrés bredouilles. Et dire ensuite qu'ils devaient se revoir quelques jours plus tard pour se rencontrer à nouveau. C'est ce qui m'échappe complètement. Le président d'Afrique du Sud, Zuma. Il y avait également James Mitchell, le président séchellois. Il y avait deux présidents. Vous vous rendez compte? Il y avait Fransman. Ces personnes auraient dû préparer le dossier Madagascar et proposer des solutions plus concrètes sur la résolution de la crise à Madagascar. Parce que le dossier était entre leurs mains depuis 3 ans. Et quelques mois? Et quelques mois. Et pourtant, ils ont quand même eu le temps de bien préparer cette rencontre et se devaient donc de trouver une solution avant ce mois de juillet. Et on a vu la suite. Finalement, ils se sont juste quittés comme ça en disant qu'ils se reverraient au bout de quelques jours. C'est là que se pose le problème. Je me pose la question, Madame Ontinarial. Pourquoi y être allé si c'était pour rentrer sans résultat? N'était-il pas préférable que la rencontre soit bien préparée, que tout soit fin prêt? J'ai entendu dire, non pas qu'ils ont été réprimandés, mais qu'une entente entre eux leur avait été imposée. Il fallait que chacun fasse des concessions. Pourtant, voilà où on en est. Il n'y a eu aucun résultat. Ça a accouché d'une souris, comme on dit. Quelles pourraient être ces concessions? Ce qui a été dit jusqu'ici, c'est que la proclamation de la date des élections par le Zénith dépendait de cette rencontre, date qui devrait sortir début août. C'est là que se posent de nombreuses questions. Questions que je vais vous poser, car nous enquêtons actuellement sur ce qui se passe. Jusque-là, nous ne savons toujours pas quand aura lieu la prochaine rencontre. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 27 juillet. Ce lundi, nous serons le 30 et mardi, le 31, soit la fin du mois. Quand aura lieu cette rencontre? Étant donné que c'est avant la prochaine rencontre qui aura lieu à Maputo le 17 et le 18 août, la rencontre doit donc avoir lieu entre ces dates. À bien y regarder, annoncer les dates des élections le 1er août, sera-t-il finalement possible? Est-ce nécessaire? Je tiens à vous dire que Madagascar a perdu sa dignité dans cette histoire. Tout dépendra de la sagesse des politiciens. C'est la première fois qu'une telle chose se passe. Et ce qui m'étonne, Madame Ountine, pourquoi n'a-t-on pas imposé aux dirigeants africains et nord-africains de rencontrer leurs oppositions respectives? Pourquoi, par exemple, n'ont-ils pas appelé Ben Ali pour rencontrer l'opposition qui a pris le pouvoir, pour régler leurs problèmes, vous comprenez? Ce qui m'échappe, de nombreux conflits sont survenus dans beaucoup de pays après Madagascar. Leur situation semble pourtant avoir été résolue assez rapidement. Mais il semble que nous, Malgaches, nous nous laissons manipuler. Du coup, on accepte leurs exigences à chaque fois. Vous parliez du Zénith tout à l'heure. Vous savez que le Zénith est encore tributaire de cette rencontre, tributaire du financement. C'est toute une autre histoire. Mais nous, Malgaches, avons-nous perdu notre âme? Les dirigeants ont-ils perdu leur âme? Du fait qu'on se laisse traiter ainsi? Personnellement, j'ai honte de ce qui se passe. Vous n'étiez pas au pays à ce moment-là. Il y avait une grosse discussion avec les représentants de la SADC au Sénat. Le chef de file nous a répondu qu'aucune décision ne pouvait être prise, mais qu'il fallait qu'ils rendent compte à leur chef en Afrique avant de pouvoir nous répondre. Avec une telle réponse, quelle solution peut-on espérer? Mais c'est nous, Malgaches, qui avons accepté cela. C'est nous qui l'avons accepté jusque-là. Le problème,
c'est que nous ne savons pas ce qui se passe et nous ne savons pas réellement ce que nous voulons. Quand on ne sait pas ce que l'on veut, on ne fait qu'errer sans but. Dans ce cas-là, j'ai la certitude qu'on pourra trouver une solution rapidement et qu'on pourra s'en sortir. Si chacun y met du sien, on peut y arriver. Vous parliez tout à l'heure d'y mettre du sien. Vous parliez de sagesse. La sagesse de ces messieurs, la sagesse des Malgaches. Je vais directement en venir au problème. Étant donné qu'ils n'ont pas osé divulguer si des décisions ont été prises ou qu'aucune décision n'a été prise, cela signifie que cela va continuer. Vous avez pu voir ces personnes qui sont descendues dans les rues après cette rencontre aux Seychelles. C'était la déception totale pour tout le monde. Qui se sont dit, que voulez-vous, la transition sans fin se poursuit. Quelles pourraient donc être les solutions selon vous, Monsieur Abetsaroun? À l'heure où l'on parle, puisque tout à l'heure vous disiez que nous pourrions nous en sortir. Nous en sortir de quelle façon? Voilà. Je l'ai déjà dit. Si la SADC veut vraiment résoudre notre problème, ainsi que l'Union africaine, la COI et les autres, s'ils recherchent réellement le bien de notre pays, qu'ils instaurent la trêve politique à Madagascar. Que soient mises de côté toutes les ambitions politiques. Et on s'excusera auprès de tous ces politiciens qui se disputent des sièges. Certains politiciens diront toujours « la nation, c'est forcément de la politique ». Il y a un pays proche du nôtre qui a instauré la trêve politique chez eux vers 1960 et ils s'en sont très bien sortis. Ne pourrions-nous pas avoir une telle sagesse? Pour l'intérêt supérieur de la nation, il n'y a que 2 personnes en conflit actuellement. Mais les autres attendent également et ne rateront pas d'attaquer dès qu'ils seront au pouvoir. C'est la politique, vous savez. Mais on doit cesser tout ceci et davantage se pencher sur le sort d'une population de 20 millions d'habitants. À un moment, j'avais dit qu'il fallait baisser les salaires des dirigeants, mais je pense qu'on ne m'a pas compris. Comme cela, seules les personnes qui ne courent pas après l'argent pourraient siéger. C'était une proposition pour le bien du peuple. Si vraiment on aime son pays, on met d'abord de côté l'égoïsme et l'amour du pouvoir. Ou alors ne pas donner de salaire du tout. Je suis prêt à travailler sans salaire pour le pays, peu importe où on me mettra. Mais malheureusement, il semble que j'ai prêché dans le désert. Ce débat est déjà bien parti, tel que vous l'avez dit. Certains acceptent, d'autres refusent. Donc je ne sais pas qui devrait avoir le droit de décision finale sur ce sujet. Tout à l'heure, vous disiez, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, certes, je n'étais pas sur place durant ces événements au sein du Conseil supérieur de la transition, avec les représentants de la SADC, et qui constitue une des raisons aujourd'hui. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui a pu nous pousser à accepter que les étrangers nous fassent cela? Tel que vous l'avez dit, il s'est produit bien des choses dans d'autres pays, mais la communauté internationale n'a pas imposé ou forcé ces pays, tel que ça l'était pour Madagascar. Qu'est-ce qui leur donne le droit de s'imposer pour le cas de Madagascar? Il y a des failles. Certains dirigeants ont fait des choses répréhensibles et veulent être protégés. Parce que s'ils reviennent, de nombreux procès les attendent, par exemple. Voilà ce qu'il en est. Donc, ils veulent une protection. C'est-à-dire? Ils ont fait beaucoup de mauvaises choses, des détournements, des délits initiés, de mauvaise gestion, etc. Voilà comment je comprends les choses. Donc on en revient aux définitions. Si vous, les partisans d'Andjé Rajoelina, pensez qu'il y a eu un soulèvement populaire, une révolution, vous l'avez comparé à un événement similaire survenu en Afrique du Nord, dans les pays arabes, la communauté internationale n'y a vu aucune similitude avec ce qui s'est passé dans les pays arabes, mais considère ce qui s'est passé à Madagascar comme un coup d'État, alors qu'il s'agit pour les pays arabes d'une révolution. C'est le problème. Pour eux ici, vous parliez de M. Marc Ravalomanana. Pour eux, il est le président élu du peuple jusqu'à maintenant et a été victime du coup d'État de M. Andjé Rajoelina, aidé de l'armée, particulièrement par le CAPSAT. Ben Ali est également élu du peuple, Moubarak aussi. Pourtant, tous ces présidents déchus ont été des élus du peuple. Mais ces gens ont compris qu'il fallait trouver une solution assez rapide vu l'ampleur de la violence. Il n'est même pas envisageable que ces anciens présidents reviennent au pouvoir, sinon le pays serait de nouveau à feu et à sang. Il n'y a qu'à Madagascar que l'on peut imposer ce genre de choses.
Ici, les gens savent encaisser. Ils sont résignés. C'est triste ce qui arrive aux Malgaches, parce que la vie devient de plus en plus dure. Les dirigeants ne veulent pas prendre conscience qu'il est temps de se discipliner, de rester humble et d'arrêter les frais. C'est le problème. D'ailleurs, je ne suis partisan de qui que ce soit. Disons que je suis partisan du développement. Si vous voulez, le président de la transition est jeune. Moi, j'ai toujours dit, l'avenir appartient aux jeunes. Il n'y a que les jeunes qui peuvent faire la révolution. On ne peut pas retoileter et faire du neuf avec du vieux. Je ne peux l'accepter. Ça ne convient pas à Rabetsaroun. Vous disiez tout à l'heure que les Malgaches savaient encaisser, parce qu'ici à Madagascar, nous ne sommes pas très violents, contrairement aux Arabes, et qu'il n'y a qu'à Madagascar que l'on peut remettre les choses comme avant. Mais nous sommes aujourd'hui à 3 ans et demi de crise actuellement. Ne pouvons-nous pas affirmer que ce sont les erreurs de l'autorité de la transition, présidée par M. Andrazuela, qui pourraient faciliter le retour de M. Marc Ravalomanana 3 ans et demi après? En 2009, cela aurait été difficile. Mais actuellement, avec les différentes erreurs de gouvernance, je pense que nous nous comprenons. Concernant le bois de rose, le CT et le CST qui reçoivent énormément d'argent et tout ce qui s'est passé. Vous disiez que dans le cas de M. Ravalomanana, il y a eu des détournements. Mais je pense que si après tout ceci, après enquête, sûrement beaucoup de personnes seront concernées. Et c'est peut-être ce qui peut amener les gens plus tard. Nous verrons cela au fil de l'histoire. Il se peut que ce soit le peuple malgache qui va réclamer le retour de M. Marc Ravalomanana, comme en 1996, lorsqu'il a demandé le retour de M. Didier Ratsirek. On ne comptait plus les personnes qui sont venues le chercher de l'aéroport jusqu'aux portes de la ville. C'est vrai. Le peuple a la mémoire courte. Il oublie vite. Il y a bien des brèches. Et beaucoup en profitent. Le problème de cette transition, c'est le manque de communication sur le plan international. Si la communication avait été faite dès le début, les raisons de cette lutte populaire, nous n'en serions pas là. Mais nous avons laissé les choses pourrir sur place et les profiteurs ont défilé. Tel que vous l'avez dit, les trafiquants de bois précieux, je ne vous parle même pas des problèmes de terre, de l'or, de l'insécurité. Il y a de nombreuses failles. Des foyers de tension qui couvrent des grèves presque dans tous les secteurs. Si vous voulez, ce n'est pas dû au hasard tout cela. Beaucoup de personnes sentent que cela a déjà trop duré. Voilà où on en est. Si j'avais eu le choix, je demanderais à ce qu'on fasse carte sur table, que tout soit mis à nu, que tout le monde soit mis au même niveau. Et s'ils n'ont rien fait, tant mieux. Mais s'ils ont été impliqués, c'est une autre histoire. Vous parlez du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de communication vers l'extérieur. Nous savons ce qui s'est passé à partir de 2009. S'il faut parler de la communication, on peut dire que les partisans de M. Marc Ravalomanana pouvaient être comptés parmi les plus importants à l'étranger. En quelque sorte, ils occupaient le terrain, que ce soit à l'étranger ou ici au pays, au niveau de la communication, etc. Quelqu'un m'avait dit que j'avais affirmé que les opposants étaient nombreux à l'étranger. On me l'a reproché et j'ai répondu que je n'ai pas dit que les opposants étaient nombreux, mais c'est après analyse et débat que nous avons pu constater que les opposants étaient les plus nombreux. Étaient-ils réellement nombreux ou était-ce une illusion stratégique ? Ainsi, de par leur nombre, ils ont pu imposer leur idée. C'est pourquoi je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour les étrangers, c'est un coup d'État qui est survenu à Madagascar. Vous aviez déjà expliqué que cela était dû à un manque de communication. Mais 3 ans et demi plus tard, j'y reviens, Monsieur Rabetsaroun. Vous parliez de foyers de tension ici et là, de l'insécurité et tout ça. La rencontre de Monsieur Ravalomanana et Monsieur Andrazuela est-il une solution? Parce que cette rencontre, beaucoup se demandent pourquoi sont-ce forcément eux? Vous-même, vous disiez qu'ils sont les principaux responsables de la crise. La rencontre est-elle une solution compte tenu de ce qui s'est passé aux Seychelles? Il est préférable de s'étendre sur le sujet. Tant mieux si la rencontre leur permet de résoudre leurs propres problèmes. Mais mon souci, c'est de trouver la solution pour le pays. Une solution qui fera revenir l'ordre à Madagascar. Mais cela nécessitera de nombreux sacrifices pour eux. Quels sont ces sacrifices selon vous? Voilà. Il y a plus d'1 an, d'après mon analyse, le président de la transition avait déclaré ne pas se présenter aux élections pour atténuer les problèmes, en espérant que l'ancien président ne se présente pas non plus, que chacun reste humble. À ce que je sache, c'était la solution qu'il estimait être la bonne. Ce sacrifice qu'il a voulu faire est resté vain, car de l'autre côté, comme le dit le proverbe malgache,
Le sage fait semblant d'être rassasié. Le fou continue de s'empiffrer. L'ancien président déchu n'a pas lâché prise et insiste pour se présenter aux élections. C'est surtout de l'égoïsme profond, tel que cela se présente. Et l'un, voyant que l'autre n'a pas l'intention de renoncer à se présenter, est revenu sur sa décision et décide de se présenter. Vous comprenez ? Parce que cette histoire d'impunité me dérange énormément. Concernant le problème d'impunité, M. Rabetsaroun, comme je l'ai dit précédemment, si l'on devait traduire en justice tous les hommes d'État suspects actuels, il y en aurait beaucoup. Cela ne devrait pas poser de problème. Que tout soit clair comme de l'eau de roche. Il est préférable de juger tous les coupables. Moi, si vous voulez, peut-être qu'on en parlera plus tard. On peut en parler maintenant si vous voulez. On peut donc en parler. Je dirais qu'il y a 3 cas. Pour les 20 millions d'habitants malgaches, dans le meilleur des cas, personne ne s'en sortira impunément. Tous devront être jugés. Ceux qui ont fait sombrer le pays, que ce soit les dirigeants de maintenant ou les dirigeants de l'époque. Ceux qui auront mené le pays dans le gouffre n'auront plus le droit de se présenter. C'est selon moi le meilleur des cas pour la nation. Si nous voulons une nation digne, une nouvelle nation et des gens propres et capables pour gouverner le pays. Le cas tolérable, à mon avis, par souci d'apaisement, puisque c'est ce que recherche la SADC, ce n'est pas grave, on leur accordera l'amnistie. En revanche, ils n'auront pas le droit de se présenter aux élections. Dans ce cas, ils devront s'estimer heureux d'avoir obtenu cette largesse. Enfin, le pire des cas, inimaginable, ce que veulent certains politiciens et médiateurs, c'est l'obtention de l'amnistie et en plus la possibilité de se présenter aux élections. Si le moindre problème se pose dans ce pays, dans le cas de cette dernière solution, je vous assure que des centaines de milliers de gens descendront de nouveau dans la rue. Mais il vaut mieux se soucier du bien du peuple et que ce soit des personnes intègres et dignes. Une personne digne signifie beaucoup pour moi. Nous avons des personnes dignes de confiance dans notre pays. Pour consolider tout cela, voyez-vous, il faudra mettre les ambitions politiques de côté et réaliser une trêve politique. Je l'ai toujours dit durant mes nombreuses interventions à l'époque. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que cela veut dire. Une trêve politique, c'est que toutes les ambitions politiques, les velléités politiques et tous ceux qui se battent pour obtenir une place soient écartés. Que la direction du pays soit donnée à des techniciens. Je sais que ce sera difficile, mais je trouve que ce serait un moindre mal. Par contre, accepter le fait qu'il soit amnistié et qu'en plus il puisse se présenter, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. De plus, de nombreuses personnes possèdent des blessures encore ouvertes. S'ils sont reconnus coupables, ils doivent même présenter des excuses publiques avant d'être amnistiés. Vous savez, je côtoie des politiciens. Certains n'ont pas eu le droit de rentrer au pays, pour d'autres leurs parents ont décédé, d'autres encore qui se sentent perdus à l'étranger. Ils racontent que vivre à l'étranger est très dur et cruel. Je ne sais pas comment il ira Valmanana là-bas, il devait s'y attendre. Je ne lui souhaite pas de mal, mais s'il sait se corriger et envisage de revenir au pays, il travaillera tranquillement, comme tout le monde, comme une personne honnête, à ne pas chercher l'affrontement, parce que l'esprit de revanche, Madame Muntina, c'est embêtant. Ici, il y a, excusez-moi le terme, des agissements de communistes, avec une police politique. Si vous commencez à réussir, on ne vous aime pas. Si votre entreprise commence à être florissante, vous constituez une menace et boum, les intimidations et contrôles fiscaux vous tombent dessus. C'est pour cela que beaucoup d'hommes d'affaires s'improvisent politiciens et se mettent à créer des quotidiens et des chaînes de télévision pour se protéger. C'est la réalité. J'ai d'ailleurs un message aux membres de la SADC et les gens qui essaient de trouver des solutions pour ce pays. Il ne devrait plus y avoir ce genre de harcèlement et de règlement de compte et laisser les gens travailler tranquillement pour le développement du pays. Ce sont des gens dignes de confiance et capables et sans esprit de vengeance que l'on recherche.
C'est difficile, Madame Muntinarial, mais voilà. Si je pouvais décider, j'instaurerais un ministère du civisme. Vous comprenez? Mieux, j'imposerais même une vice-primature du civisme à Madagascar. Et j'en ferais un défi. Parce que c'est notre manière d'agir et de penser qu'il faut changer. Pour un changement radical de mentalité et de comportement, je pense qu'une chose comme cela ne portera ses fruits qu'au bout d'au moins 10 ou 15 ans. Ce serait un travail de longue haleine, car le problème, c'est l'irrespect envers les personnes, l'irrespect envers les biens, l'irrespect envers les valeurs. Le fiavan n'est plus qu'un vain mot. Des problèmes, il y en a partout. La crise économique est mondiale, suit la crise financière, vous comprenez? Si vous voulez, je peux m'étendre un peu là-dessus. En ce temps-là, dans les années 70, le président Giscard d'Estaing avait écrit « Le nouvel ordre économique international pour une Europe puissante ». Il était un des précurseurs de l'Union européenne. Mais les revers de la médaille, en Europe, il existe des pays assez faibles, générant des crises économiques, comme la Grèce, l'Espagne, etc. Les pays européens puissants sont vraiment embarrassés, puisqu'ils doivent trouver des solutions et compenser les déficits. Là-bas, ce sont des problèmes économiques et financiers. Ici, en Afrique, il y a eu une Union africaine cherchant quelque chose de semblable, mais leur organisation est assez faible. Le souci, c'est que chacun se protège. L'Europe essaie de sortir la Grèce et l'Espagne de leurs difficultés. Au niveau des régions, l'Union africaine, la COI et la SADC sont supposées trouver des solutions pour aider Madagascar à se sortir de ses problèmes. Vous comprenez? L'objectif a-t-il été atteint? Nous y voilà. Cela fait plus de 3 ans. J'ai la certitude qu'il nous revient de résoudre notre problème. Parce que c'est une crise politique basique, non une crise financière comme en Europe, qui est une question de calcul. Ici, c'est une question politique. Cet esprit de nuisance et de revanche, ils ne font que se faire peur les uns les autres. On en revient au sujet. La réconciliation est-elle nécessaire? Le problème est que vous parlez de cela, mais en vérité, cela ne concerne que vous, politiciens. Puisque le peuple n'est pas concerné, vous vous destituez les uns les autres. Ensuite, vous dites qu'il y a besoin de réconciliation. Même concernant l'amnistie dont nous parlons, c'est vous seuls qui venez prôner le pouvoir, recevez une grâce. Mais le peuple qui est majoritaire ne fait qu'observer et demeure la seule victime. Madame Réal, Que ce soit en 2002 ou actuellement. demandez au peuple s'il accepte une telle amnistie pour des gens qui les ont volés, torturés, pourraient être amnistiés et les diriger à nouveau. C'est aussi le problème. A-t-on demandé l'avis du peuple concernant les diverses résolutions prises, comme la possibilité d'être amnistié et de pouvoir se présenter ensuite? Moi, je l'ai toujours dit à diverses réunions que je n'étais pas d'accord avec cela. Et ce, jusqu'à maintenant. Cela reste mon opinion personnelle. Si vous voulez, ce mauvais compromis n'aboutirait qu'à de mauvaises choses pour tout le monde, puisque des règlements de compte, il y en aura, parce que beaucoup sont animés d'esprit de vengeance. C'est pour cela que j'ai demandé une trêve politique, pour atténuer ce genre de mauvaise entente. Je reprends les 3 cas que vous aviez soulevés précédemment. Nous savons que la solution proposée par la SADC, dictée par la feuille de route, que vous aviez qualifiée de pire des cas. Le 3e étant que chacun soit amnistié et puisse se porter candidat. Le souci avec cela, c'est que l'on se demande pourquoi il y a une focalisation du problème que le pays traverse seulement sur M. Marc Aravalman et M. Andradzwil. Si l'on comprend bien, ces personnes ont chacune leur opinion sur la question et personne ne peut les faire changer d'avis. L'un déclare qu'il faut faire revenir M. Marc Aravalman et le laisser poser sa candidature, l'autre refuse de faire revenir M. Marc Aravalman. Si l'on focalise toujours la crise sur eux, alors que si l'on y regarde de plus près, si nous prenons le 3e cas, quel serait le problème, M. Rabetsaroun? C'est de l'amnistie dont nous parlerons tout à l'heure, mais il faut poser la vérité avant tout le reste, qui est une question de justice. Mais nous évoquons ici la possibilité de se présenter comme candidat.
Je pose un problème par rapport à l'amnistie. Si cela se réalise pour les actuels dirigeants de la transition, il se pourrait que personne ne puisse être candidat, que ce soit les actuels ou les anciens. Quand on regarde la situation d'un autre point de vue, puisque l'un a destitué l'autre, pourquoi ne pas laisser les deux entrer en compétition? Nous verrons. Il faudra donner au peuple malgache les informations exactes. Si le peuple malgache souhaite encore voter pour M. Marc Ravalomanana, ce sera sa décision. Nous pouvons aussi envisager cette hypothèse. Madame Réal, allons-nous donc obliger le peuple à choisir telle ou telle personne, même si c'est contre son gré? Personne n'oblige le peuple. Il peut ne pas voter pour M. Marc Ravalomanana, comme il peut ne pas voter pour M. Andry Rajoelina. On ne peut pas forcer un peuple à voter pour une personne douteuse. Si on lui explique que ces candidats ont commis des détournements de deniers publics, des délits d'initiés, des destructions de biens publics, voire assassinats, aucun peuple n'acceptera cela. Je suis désolé, mais si c'est clair pour le peuple, personne n'acceptera. En ce moment, le peuple est hagard et fatigué, frappé par la misère. Plus de 80% sont exclus de la croissance. Il erre seulement et il a faim. Il a peut-être un toit, il a l'écolage des enfants à payer à la fin du mois. S'il a quelqu'un de malade, il est laissé pour compte. Ce sont les problèmes quotidiens du peuple malgache. Chez nous, c'est une crise cyclique. Et nous ne reviendrons pas là-dessus. Ce n'est plus annuel, mais presque mensuel. Si le peuple connaît l'origine de ces problèmes, il n'acceptera jamais ce mauvais compromis. Le problème est que les politiciens continuent à conspirer. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec l'amnistie. Je me suis levé et je l'ai clamé haut et fort. Mais si vous n'étiez pas d'accord avant, pourquoi ne pas avoir appliqué le même traitement aux actuels dirigeants de la transition? Non, faites le même traitement pour les dirigeants d'aujourd'hui. S'ils ont fait des actions douteuses, suivez ce que je dis. Il faut faire une table rase, juger les actuels dirigeants de la transition et leur entourage s'ils ont commis des choses répréhensibles. On a cependant besoin d'une justice vraiment indépendante. Si c'est encore les actuels dirigeants de la transition, que ce soit la justice ou le Bianco, ils s'en sortiront dès que leur dossier sortira. Ce n'est qu'après le départ de Ravalomanana que les dossiers sortiront, que ce soit ceux de ses collaborateurs et surtout les siens. Ce ne sera que lorsque les actuels dirigeants ne seront plus là que leurs dossiers sortiront. Si la SADC veut vraiment faire quelque chose, elle devra mettre en exergue ce qui ne va pas dans ce pays et le déclarer. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace. S'il y a eu de mauvaises actions effectuées, que les coupables soient dénoncés. Ce sont des gens déjà habitués à corrompre et à jouer avec de l'argent. Tous les dirigeants qui se sont succédés ont été plus ou moins corrompus. Et cela a atteint son comble depuis l'accession de Ravalomanana au pouvoir. Et ça continue de plus belle. Je ne suis pour personne. Ce que je veux, c'est que Madagascar mérite autrement. Des gens dignes et intègres soient à la tête du pays. Voilà. Cette idée a déjà été suggérée durant une émission de l'invité du Zuma, selon laquelle toute personne ayant déjà travaillé au sein de l'exécutif, parce que nous savons que c'est au sein du pouvoir qu'il y a l'argent, les détournements. Peu importe qui a été ministre, premier ministre ou président, il ne devrait plus avoir le droit de se présenter à aucune élection. C'est pour cela que je disais que nous avons besoin d'une justice indépendante, apte à effectuer toutes les enquêtes, afin de juger chacune de ces personnes. Avons-nous cela ? Aurons-nous cela? Et quand? La solution est de ne laisser aucune de ces personnes se présenter aux élections tant qu'elles ont fait partie de l'exécutif ici. Je ne vous dis pas de combien de personnes je parle. Les ministres des Finances qui sont passés sont nombreux. On ne pourra donc pas affirmer de qui je parle exactement. Mais qu'il s'agisse du ministre des Finances ou de tel ou tel ministre, combien ont été acteurs de détournement ou n'importe quel ministère? Je précise que je parle du ministère des Finances parce que c'est là qu'il y a de l'argent, mais je ne cite personne en particulier. Mais beaucoup de ministres se sont succédés à la direction du ministère des Finances. Il vaudra mieux qu'aucun des présidents que nous avons eus ne puisse se présenter. Qu'en pensez-vous? Je n'y vois aucun problème. Si on me demande de démissionner demain pour le bien du pays, je le ferai. Si on me demande d'arrêter la politique, ce n'est pas grave, je n'en ferai plus. Cela nécessite beaucoup d'humilité et de sacrifice, vous savez. Le problème est que certains politiciens malgaches vivent vraiment de la politique.
C'est là qu'ils se font de l'argent et dès qu'ils ont un poste de décision, ils font des abus de pouvoir, du trafic d'influence. Voilà tout ce qui se passe ici. Quand j'étais au Sénat, à partir de 2001, j'étais consterné. Pendant 1 an, je n'ai rien dit. Je ne faisais qu'écouter. Mais c'est vraiment le gagne-pain de ces gens-là. On peut donc même intégrer dans la liste les personnes qui ont déjà fait partie du gouvernement, ceux qui votent les lois, les législatives. Personne ne peut se présenter. Cela ne pose aucun problème. S'ils constituent un obstacle ou un problème pour ce pays, mettez-les dans le même sac, ce n'est pas grave. C'est ce que j'entendais par trêve politique. Votre suggestion entre davantage dans mon idée de trêve politique. Je dirais même que c'est une élimination. Si on devait juger tous ces gens, il faudrait construire de plus grandes prisons. Mais Monsieur Rabetsaroun, quel pourcentage des Malgaches représentent les politiciens? Vous disiez tout à l'heure que nous étions plus de 20 millions. N'y a-t-il pas une personne de valeur parmi ces 20 millions? Mais qu'il soit retiré s'il le faut, j'ai la certitude que beaucoup de gens sont capables. Cette trêve politique que je propose servira à apaiser la voracité de ces gens. C'est le travail de certains politiciens chez nous, voyez-vous. C'est ce dont ils vivent. Sans quoi, ils ne s'en sortiraient pas. Et là, c'est très difficile. Je suis politicien et beaucoup de mes amis m'en voudront certainement. Mais s'ils n'ont rien fait de mal, c'est tant mieux pour eux. Mais s'ils ont mal agi, là, c'est un autre problème. La politique est en fait devenue un moyen de se faire de l'argent à Madagascar. Voilà, en un mot. La politique est un moyen de se faire de l'argent ici. Et tous les politiciens qui se sont succédés sont tous des politiciens de circonstance. Aucun n'avait la culture politique, vous comprenez? Ces politiciens de l'étranger sont expérimentés et ont été mis à l'épreuve. Oui, et ont procédé par étapes et milité. Vous ne verrez presque jamais un membre de l'UMP ou du PS subitement décider de changer de parti politique. Mais chez nous, brrr, c'est une seconde nature. Et ils vont là où ils trouvent leur avantage. Et c'est vraiment triste. Mais je reconnais quand même de bons politiciens patriotes. Mais très peu nombreux, je pense. J'en connais certains qui aiment vraiment leur pays, mais se comptent sur... Sur les doigts d'une main? Voilà. Mais il y en a qui vivent grâce à la politique. Comme vous vivez du journalisme. Et voilà. Voilà de quoi ils vivent. Et pour eux, c'est ça la politique. Et c'est de ça qu'ils vivent. Ils vont faire les couloirs des ministères et demander des interventions. C'est dommage. Dans les pays où règne la vraie démocratie, si vous faites cela, un coup de fil compromettant et là, directement, paf! Un ministre perd sa place. Vous comprenez, au Japon, il y a eu des dirigeants qui ont été inquiétés et se sont humblement retirés d'eux-mêmes. Chez nous, c'est comme si c'était un honneur et une pratique nationale de perpétrer des actions douteuses afin de gagner de l'argent et mieux se sentir. Si je vous écoute bien, cela rejoint l'idée de certains autres observateurs selon lequel nous n'allons pas au cœur du problème. Que nous fassions se rencontrer M. Andradzouel et Ravalomanana ou que l'on fasse un sommet à 4 avec l'amiral Didier Ratsirk et le professeur ne sera que le côté visible de l'iceberg. Pour ça que je disais que nous allons résoudre une bataille entre hommes et non les problèmes de ce pays. Alors que c'est vous qui êtes au sein du Parlement, qui avez voté toutes les lois sur les élections présidentielles, etc. Alors que rien n'a encore été posé. Vous êtes donc complice de la non-résolution des problèmes de ce pays. Mais il n'y a ni concertation ni débat. Les lois ont directement été proposées et voilà. Afin de se prévenir des suites de la rencontre entre M. Ravalomanana et M. Andradzouel, donc on se dit qu'on envoie d'abord cette loi, car on doit rester au moins 6 mois à Madagascar. C'est vous, les membres du Parlement, qui avez voté ces lois. Est-ce vraiment ce qui doit d'abord être résolu ? Le plus important pour moi, c'est de trouver la solution de la crise que subit une population de 20 millions d'habitants. Nous parlons ici de la vraie solution. Par quels moyens pouvons-nous nous en sortir ? Je l'ai déjà dit, mais je risquerai de me répéter. Disons que je cherche quelque chose de concret. Aujourd'hui, on dit que M. Ravalomanana et M. Andradzouel vont encore se rencontrer avant le 17 et le 18 du mois d'août. Et la nation devra donc d'abord attendre cela. Et quand ils se seront rencontrés, ils diront qu'on attendra ceci ou cela, mais le peuple malgache en sera au même point.
Le problème qui a été résolu est déjà une moitié du problème de M. Ravalomanana, parce que sa femme et ses enfants ont pu rentrer. Est-ce vraiment la solution pour le pays? Ce n'est que précipitation. Tant qu'il s'agira de la SADC, ils ont déjà essayé. Mais c'est nous, les Malgaches, qui devons prendre en main notre destin. Et comment allons-nous procéder? Nous en avons discuté tout à l'heure. Il suffit de faire table rase. Oui, mais qui prendra la décision? Ce ne sont certainement pas les actuels dirigeants. Voici une autre solution. Les anciens dirigeants ont tous un parti politique. Ils ont sûrement leurs poulains respectifs qu'ils pourront aligner. De jeunes politiciens sont nombreux chez nous. De jeunes hauts diplômés. Mais ce ne sont pas les plus intelligents qui sont les meilleurs en politique. Les membres du Sénat sont des intellectuels, les ministres aussi, ainsi que les dirigeants de la Deuxième République et de la Troisième République. Mais voilà où nous en sommes. Une intelligence devenue déviante. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme et du pays. Mais voilà, tous ces partis politiques ont déjà leur âme. Pourquoi ne pas les aligner? Le constat est que le peuple malgache s'appauvrit de jour en jour et la monnaie malgache perd de la valeur. Je prends toujours la monnaie comme référence pour un pays. D'où vient notre argent? Et où va-t-il? On parle de 15 000% de dévaluation de la monnaie malgache des années 80 à aujourd'hui. De qui se moque-t-on? De dévaluation depuis années 80. Vous vous rendez compte? Et quel dirigeant s'est targué de réussir jusqu'ici? Voilà ce qui nous arrive. Dans les années 1970, un fonctionnaire pouvait s'acheter une voiture. Aujourd'hui, même un directeur de société ou un chef de service doit travailler 20 ans avant de pouvoir s'acheter une voiture dans les règles. C'est justement ce que j'ai vu dans le journal d'hier. De 1960 à aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Malgaches a baissé de 2 tiers. Et M. Didier Ratsirga, qui a gouverné pendant 25 ans, prétendra avoir une solution pour ce pays des années plus tard. Et j'en viens donc à ma question, M. Rabetsaroun. Tout à l'heure, vous parlez des sacrifices que faisait M. Andradzwil. Je n'ai énoncé aucun nom. Certains font des sacrifices, voilà. Si on fait table rase, comme vous l'avez dit, M. Andradzwil est resté là 3 ans et demi au lieu de 2, les dépassant ainsi de 1 an. Si vraiment il aime son pays et sent qu'il n'y a pas de solution, ne devrait-il pas songer à se retirer? C'est ça faire table rase. Tout le monde démissionne, allons mettre quelqu'un de nouveau. Vous savez, je n'ai mis aucune exception quand je dis table rase. C'est sans exception. Il avait déjà dit qu'il ne se présenterait pas à ce moment-là, mais... Oui, ne pas se présenter, mais par le fait même de rester là pour quand même faire l'équivalent d'un mandat, ne serait-ce pas de l'hypocrisie de dire « Non, je ne vais pas me présenter » tout en prolongeant la transition et finalement faire un mandat complet. Oui, mais s'il décide de démissionner, qu'est-ce qui va se passer? Alors la question se pose. C'est le terrain qui commande le combat, vous comprenez? Et ce problème qui dure. Imaginez la SADC qui arrive et donne des ordres. « Oh, maintenant vous partez ou vous vous entendez ?» Ce n'est pas la bonne solution non plus. La solution serait radicale. Comme je l'ai dit, une trêve politique. Je le répète, on met un nouveau poulain, chacun son parti politique, ils sont nombreux. Il y en a beaucoup, un tel pose la candidature d'un tel, et ainsi de suite. Mais voilà ce que je demande à la SADC. Ceux qui sont en place ne doivent pas persécuter les vaincus, et vice-versa. Ce qui se passe, c'est que ceux qui ont fait de mauvaises choses vont être rattrapés par leur passé, parce que la vie est un éternel recommencement, c'est un cycle. Il en sera ainsi pendant encore combien d'années? Et c'est pour ça que je dis, il vaut mieux avoir un nouvel échiquier politique, avec de nouvelles personnes encore propres et capables. Le vrai Madagascar, ce n'est pas la chasse aux sorcières, ce n'est pas des voleurs, ce n'est pas passer son temps à s'accuser. Il y avait de mauvais exemples de dirigeants qui n'avaient pas de limite pour mettre la main basse sur les affaires d'autrui. Ce genre de choses ne devrait plus arriver dans ce pays. Vous me demandez quelle est la solution? Je réitère,
Voilà ce que je pense. Oui, jusqu'ici c'est clair. Allons faire table rase, mais tout le monde s'en va. Mais à partir de là, vous avez dit que la démission de M. Andrazuela n'est pas une solution. Mais justement, nous y sommes. Il est encore là. Et parce qu'il a toujours été un des sujets de conflit, il n'y a toujours donc rien qui fonctionne. Si nous avançons par exemple, là je reviens aux élections. M. Andrazuela reste encore là, mais quoi qu'il arrive et par ailleurs, personne ne croit qu'il organisera des élections nettes. Et même s'il organise des élections nettes, personne n'aura confiance tant qu'il sera là. Vous avez parlé des 6 mois, je reviens un peu là-dessus, c'est-à-dire que les candidats doivent résider à Madagascar 6 mois. Ne pourrait-on pas penser à quelque chose de plus simple? En fait, ce que je refuse, M. Silva Rabetsaroun, est ceci, le fait de dire que si M. Andrazuela quitte le pouvoir, par qui pourrait-on le remplacer? Il y a 20 millions de Malgaches, n'y a-t-il pas une personne honnête? Ne peut-on pas trouver un Giwili Razanamas de 1991, quelqu'un qui a de la poigne et qui peut conduire cette transition? Je suis désolée de le dire, mais cette personne n'est certainement pas Omer Birezik qui a fait ses preuves et on a vu qu'il ne s'en sortait pas. C'est pourquoi je demande si le pays n'a vraiment pas un monsieur Giwili Razanamas de 1991 à proposer aux 20 millions de Malgaches. Bon, voilà. La nature a horreur du vide. On peut trouver un président de transition bis. Ce serait peut-être une solution, mais pour l'instant, c'est lui qui est là. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas un homme belliqueux et qu'il n'aime pas faire du mal aux gens. Peut-être même pas assez ferme, ce qui l'a mis dans cette situation. Et le jour où il a commencé la cohabitation, il a donné sa main et son bras est parti avec. Et c'était déjà le début de la fin. Car la cohabitation vécue à l'étranger n'était pas une bonne expérience. Mais les facilitateurs nous ont imposé une ouverture au niveau du Parlement et du gouvernement. Et on en est là. Mais vous n'imaginez pas ce qui se passe chez nous au Parlement. On va se chercher les uns les autres. On ne va même pas se chercher. La politique se conduit avec la tête et non avec le cœur. La politique se conduit avec la tête et non avec le cœur. Il ne faut pas y aller avec le cœur, mais être de bonne foi. La bonne foi est autre chose. Le peuple y va avec son cœur, mais le dirigeant gouverne avec sa tête. Normalement, une tête bien faite, intègre et honnête. Je répète toujours cette notion de personne digne. Pour le moment, ce n'est pas trop le cas. Quand on parle de personnes intègres, le peuple ne sait plus vers qui se tourner, vers le FFKM, les militaires, c'est ce dont je parlais au début. Il y a eu les événements d'Ivat. Avant cela, si on ne parle que de la transition, il y a eu le FIJN en 2010, la bannie d'Ivat le 27 novembre 2010, puis le RFI dimanche dernier. Il n'y a plus personne vers qui se tourner. Si je reviens vers votre solution de faire table rase, qui serait alors l'entité, pour ne pas dire la personne? On ne peut pas compter sur la société civile parce qu'ils font aussi de la politique. Ils sont pro un tel ou pro un tel. Ce ne sont pas non plus les militaires, ce ne sont pas les dirigeants des églises, donc pas le FFKM. Puisque vous n'êtes pas partisan de la SADC, je le sens par vos propos, mais c'est nous qui allons résoudre le problème. Je ne suis pas leur opposant, ils font leur travail, mais ils traînent. Mais c'est qui nous? Nous qui alors? Parce qu'il faut un leader, il faut quelqu'un en qui nous avons confiance. Et ce ne sont ni les églises, ni les militaires, ni la société civile. Qui alors? Je reviens un peu sur la SADC et son équipe. Il a déjà été convenu que ce sont eux qui s'en occupent. Mais ils ont pris trop de temps et n'ont pas amené de solution. Ce n'est pas qu'ils disent n'importe quoi, mais ils comparent parfois ce qui n'est pas comparable et je ne l'ai pas supporté. Alors si vous voulez, il y a un pilier. Disons un gardien du temple. Le Parlement. L'armée. La justice. Actuellement, ce sont tous des piliers ébranlés. Alors les gens ne savent plus où aller. Ils vont vers les sectes. C'est vraiment triste.
Il y a ceux qui se tournent vers la religion, qui ne travaillent pas sur la spiritualité, mais sur toute autre chose. Ce sont les églises qui ont failli à leur mission. Nous parlons ici du FFKM. C'est devenu une histoire d'argent. On ne parle que d'argent. Il n'y a que le pouvoir de l'argent qui parle depuis les précédents régimes et nous sommes vraiment détruits par cette mauvaise pratique qui perpétue la corruption. C'est pourquoi je parle de réinstaurer le civisme. Il n'y a que ça, l'argent qui parle. Quand vous avez de l'argent, on vous laisse tranquille, car vous pouvez tout acheter. Les étrangers le savent. Il y a des étrangers qui se comportent en terrain conquis parce que les dirigeants sont faciles à corrompre. C'est triste. C'est ce que je vous dis. On doit se ressaisir et changer de mentalité, qu'une personne se lève pour arrêter cette corruption généralisée. Tout le monde se ressaisit. En fait, tout est bâclé et tout le monde en profite. Les remblais sont interdits, mais il y a ceux qui continuent de le faire. Le trafic de bois de rose se perpétue parce qu'il n'y a pas assez de fermeté. Mais si nous attendons quelqu'un, on va toujours revenir à la notion de personne, qu'un tel va nous raconter des mensonges et un tel va se présenter et nous dire que c'est un sage et va parler et conduire les gens sur la place du 13 mai. Mais qu'on aille au 13 mai ou dans la rue, par la suite on vit toujours la même chose. C'est vraiment au niveau d'une structure que l'on devrait voir. C'est pour ça que je dis, il faudrait chercher une entité que l'on pourrait dresser. Ainsi, si on prend le FFKM, ce n'est pas Odan Razanakul en tant que Monseigneur Odan Razanakul ou Lala Racinda Hassan en tant que pasteur Lala Racinda Hassan, mais les églises en tant qu'églises, est-ce qu'on pourrait s'en sortir? J'ai lu dans un quotidien que maintenant, on remet sur le tapis les discussions malgacho-malgaches. Mais nous en avons parlé en 2009, quand Maputo et Addis Abeba ont capoté. Pourtant, jusqu'à ce jour, les Malgaches entre eux ne s'en sortent pas. On a alors ressorti la SADC et le GIC, mais tout le monde a constaté leur échec. Alors je reviens vers vous avec ma question, où allons-nous trouver la solution? Le peuple a vraiment faim selon ce que nous venons de discuter. Il est difficile de répondre à cette question, n'est-ce pas? Si la SADC et tous les autres avaient trouvé une solution, ils l'auraient déjà proposée. Mais c'est notre mentalité qui pose problème. La solution est que nous changions de mentalité. Peut-être que ces politiciens n'ont ni enfants ni petits-enfants pour ne pas penser à l'avenir du pays. Ils pensent et ce à quoi on pense actuellement, puisqu'ils ont tiré des leçons du passé. En 2002, le patrimoine de Didier Ratsiraka et ses partisans a été détruit. Si la SADC veut instaurer quelque chose, c'est la protection des biens et des personnes. À moins que ces biens ne proviennent d'enrichissements sans cause. De nos jours, il y a des gens qui se sont enrichis très rapidement, tellement que ça frise l'indécence, si vous voulez. Ensuite, on envoie l'argent à l'étranger. Justement, c'est embêtant pour eux. Si le régime change brusquement, il y en aura beaucoup qui seront dans le pétrin. Il y a déjà ceux qui ne dorment plus. D'ailleurs, ils n'ont qu'à rendre ce qu'ils ont volé. Ça va être plus simple. Ces gens-là ont donc besoin de protection et se disent « Il faut que la transition dure encore un peu ». Et d'autres n'en ont pas suffisamment amassé, alors ils continuent encore. Mais s'il y a un règlement de compte, il y en a qui seront vraiment en difficulté. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous voyez, tout dépend de la sagesse. Et je l'ai dit tout à l'heure, il devrait y avoir des balises. En fait, cela ne me ferait rien s'il y a amnistie. Par contre, la personne sera reconnue comme étant coupable. Il vaut mieux d'abord établir la vérité et c'est ensuite que l'on pose l'amnistie. Voilà, vous avez compris. Faute avouée, à moitié pardonnée. Mais si vous êtes fautif et qu'en plus vous braillez que vous n'avez rien fait et que vous allez revenir au pouvoir, le peuple n'est pas fou et personne n'acceptera cela. Ils pourront accepter parce que les résolutions de la feuille de route les y obligent. Mais par la suite, ça explosera. Une remarque faite par les téléspectateurs, le peuple attend les élections, mais ce sera pour quand? Parce que c'est là qu'il donnera son opinion. Les résultats seront une très mauvaise surprise pour les politiciens, car vous dites que les Malgaches sont patients, mais le jour où ils exploseront, ça fera mal. Il y a une autre remarque dont je voudrais vous parler à la fin de l'émission. Il s'agit de la loi que vous avez sortie sur les 6 mois. Quand je dis vous, je parle de vous au Parlement.
La loi que vous avez sortie indique que les candidats doivent avoir résidé 6 mois à Madagascar pour prétendre se présenter aux élections présidentielles. Les téléspectateurs demandent pourquoi cette loi n'est valable que pour les présidentielles. Pourquoi pas pour les candidats aux élections de maire, surtout les candidats au Parlement? Pourquoi ne pas les faire résider 6 mois ou 1 an dans les endroits où ils sont candidats? Pourquoi? Tous les politiciens vivent à Tana, mais quand les élections législatives approchent, pour ne pas prononcer de nom, on dit « Tiens, voilà un tel qui va se présenter à Pefoutak » parce que cet endroit est réputé pour ses dahals, ou bandits de grands chemins. Un tel est candidat à tel endroit parce qu'il est originaire de là-bas, alors qu'il n'y vit même pas. Il n'a même pas de maison là-bas. Cette personne devrait résider 6 mois ou 1 an dans la ville où il se présente, car quand il sera élu député, il conduira un 4x4 à Tana avec un drapeau et se pavanera dans la ville au lieu de développer la région dont il est originaire. Je vous ai dit qu'à Madagascar, faire de la politique est un moyen de s'enrichir. S'il a été élu dans une région, il doit développer cette région. Mais comme vous l'avez dit, c'est à Tana que tout se trouve. Voilà ce qui se passe. Comme quoi il est juste député? Je ne sais pas si on peut le considérer comme tel, mais le peuple est très manipulable. Mais disons qu'il descendra là-bas, histoire de faire 2 ou 3 bonnes actions ponctuelles pour être élu. Il sera élu et puis il disparaîtra. Il fait venir des journalistes et l'envoie à la télé et distribue de l'argent. C'est exactement ça. C'est vraiment triste le comportement de certains politiciens. On dirait que les politiciens ne sont pas conscients. Mais moi-même, je suis dans l'engrenage. On m'a posé la question, pourquoi est-ce que je reste encore dedans? Et c'est dedans qu'on peut voir ce qui s'y trame. Qu'au moins j'ai pu critiquer la SADC et apporter mon opinion sur l'amnistie et proposer des solutions. C'est là qu'on parle de relève ici à Madagascar. Et j'appuie ce que vous venez de dire là, cette relève. La relève politique, voyez-vous? Comme je vous disais, ça ne me dérange pas d'arrêter la politique dès demain, de prendre ma retraite et faire autre chose. Mais la relève doit être assurée par des personnes intègres pour diriger le pays. Nous avons beaucoup de jeunes dans ces partis politiques. C'est eux qu'il faut envoyer, c'est eux qu'il faut élire, mais plus les anciens. Qui peuvent être élus, mais pas qu'il faut élire, je veux dire. Pour conclure, je vais parler de la sécurité telle que j'ai dit tout à l'heure, parce que vous faites partie de la commission au sein du CST. Quelles sont les mesures que vous avez prises concernant les actes des Dahal? Par exemple, Rémy Nabil, jusqu'à maintenant, les gens se moquent. En même temps, le pays fait pitié que nous ne sommes même pas capables d'attraper Rémy Nabil jusqu'à aujourd'hui. Et si on suit l'enquête, je ne sais pas si vous l'avez vu, les journalistes de TV+ ont été héliportés sur terrain. Et selon ce qu'on a pu tirer de l'enquête, c'est qu'il y a un commanditaire haut placé derrière cette histoire, étant donné que cette affaire n'a toujours pas été résolue. Et c'est le même problème qui revient. On parle de bois de rose, mais si l'affaire n'est pas résolue et que personne ne s'est fait prendre, c'est parce que ce sont les personnes haut placées elles-mêmes qui le font ou des personnes fortunées. Et c'est la même chose pour les histoires de Dahal. Cette histoire de Zébu, quel est votre point de vue et les décisions que vous avez prises à ce sujet? Je vais répondre à votre question et je vais également vous en poser, Madame Réal. Si vraiment il y avait une volonté politique, ne saurions-nous pas déjà qui est derrière cette histoire de bois de rose? Il en est de même pour les vols de zébus. Même les vols de zébus, on fait passer ça pour de la tradition. Mais ça a déjà pris d'autres proportions, d'autres dimensions, des vols à grande échelle. Le vol d'1 ou 2 zébus. Les garçons de telle région se doivent de voler un zébu. C'est peut-être un jeu pour les jeunes là-bas, vous comprenez? Mais quand on parle de centaines ou de milliers de zébus avec mort d'hommes, la solution serait, par exemple, de survoler par hélicoptère et repérer ces voleurs et résoudre les problèmes assez vite, avec une bonne stratégie au sol. Mais tout le monde pense que c'est un réseau bien organisé, très facile à démanteler. Votre question est très claire. Mais c'est une question de volonté politique. Et on arrêterait les vols de zébus, idem pour les bois de rose, idem pour l'or. Mais sans doute y a-t-il un parrain derrière, un politicien qui a des intérêts directs ou indirects, qui supervise l'opération de A à Z. C'est toujours une question d'argent ici à Madagascar. Et c'est l'argent qui dicte tout. Mais c'est le Parlement, Monsieur Rabetsaruna, qui devrait se dresser contre ça. Vous n'avez aucun pouvoir dessus, ou bien vous êtes tous déjà pourris au sein du Parlement et il n'y a plus rien à faire. J'en ai parlé, voyez-vous, mais nous sommes des législatifs et non pas des exécutifs. Mais si j'étais militaire, je descendrais là-bas avec un hélicoptère et je les retrouvais forcément. 300 zébus, ça ne passe pas inaperçu.
On ne peut pas cacher 300 élus. Il ne faut pas raconter des choses pareilles, parce que ce sont vraiment des sottises. Si vraiment on voulait stopper la coupe des bois de rose, n'aurait-on pas eu les coupables? C'est toute une chaîne, voyez-vous? Il suffit qu'on coupe un maillon de la chaîne et tout s'arrêtera. Mais c'est toute une organisation. Parce qu'il y a un bateau pour les transporter, vous savez. Mais ce n'est pas qu'on va à la nage et qu'on s'en serve comme radeau. Pour l'or, c'est peut-être un peu plus difficile à attraper. Mais si vous voulez mettre en place des contrôles, il faut aller à la source. Mais on n'y est pas du tout, c'est la pagaille. Mais si cette transition se poursuit, je n'arrête pas de le répéter, toutes les richesses du pays vont être dilapidées. Et c'est sans doute le but des personnes qui tirent leur avantage de ces actions. Le jour où nous nous en rendrons compte, je ne sais pas, dans 10 ans peut-être. Parce que jusqu'ici, je ne vois pas encore le bout de cette transition. C'est comme si on était toujours sur ce pont et qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il mène. Le pont se déplace. C'est peut-être un pont flottant, qui Mais sait. voilà, comme je vous le disais, je ne suis pas là pour faire le procès d'un tel. Mais le problème, c'est l'environnement politique qui conditionne la situation. Si on retirait le chef de la transition, s'il partait par humilité, ce serait la débandade. Mais cette transition doit vite s'achever. Puis table rase, avec de nouvelles têtes et des gens propres. Des dates devraient quand même être annoncées par le Zénith le 1er août, selon vous? Quelle date voulez-vous si ces deux protagonistes ne comptent pas s'entendre? Mais je l'ai dit il y a plus d'1 an. Qu'en 2012, il n'y aurait pas d'élection sérieuse ici. Ma dernière question, tout à l'heure vous disiez que les politiciens devraient maintenant envoyer leur poulain. Pourtant, on en revient à vous parce qu'à un moment, j'ai entendu dire que vous seriez le poulain à envoyer. Le candidat envisagé par la vie pour les élections présidentielles. Oui, ce sujet a été abordé il y a longtemps avec M. Ratsiraoun, vous comprenez? Mais c'est de la politique. Mais ce n'est pas encore le moment. Mais êtes-vous prêt pour cela une fois que l'ordre sera revenu? Nous verrons, mais c'est difficile de parler de ça. C'est une très lourde responsabilité. Mais nous verrons. Chaque chose en son temps et chaque temps en sa chose. Mais c'est ça, prendre part. Vous voyez, c'est comme une famille qui vient de perdre son pilier. Il faut une relève. Autrement, toute la famille s'effondrerait. Et c'est ce dont ne se rendent pas compte les dirigeants actuels. Nous remercions vivement M. Sylvain Rabetsaroun, membre du Conseil supérieur de la transition, qui a accepté notre invitation à cette édition de l'invité du Zouma. Tel que je l'ai dit au tout début, ça a été très soudain. Il avait déjà refusé et j'ai insisté en disant qu'on discuterait des problèmes du pays. Et nous vous remercions d'avoir changé tous vos programmes, parce que je sais que vous aviez déjà un autre programme, mais vous êtes quand même venu à cette édition de l'invité du Zouma. Et nous vous remercions infiniment. Nous remercions également nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission jusqu'au bout. Votre dernier mot? Merci à vous, Madame Muntine, et merci à TV+, et longue vie à TV+. Un grand merci à vous, monsieur. Il y a eu une précision faite. On demande pourquoi n'a-t-on pas diffusé Rémi Nabil sur Internet ainsi que Tété Zamitach. Nous allons le publier, mais nous devons d'abord les diffuser sur tout Madagascar, au cas où des gens feraient des copies, parce qu'ici c'est une pratique courante de vendre des copies. Et nous diffuserons ces émissions à l'adresse de TV+, sur son site web, les films Rémi Nabil et Tété Zamitach. Et à bientôt, mesdames et messieurs, à la semaine prochaine, même heure, et cette fois ce serait dans le cadre de la célébration des 10 ans de l'invité du Zouma. Il y aura un débat spécial auquel nous pourrons assister et auquel nos téléspectateurs pourront participer s'ils arrivent sur place, ici à la Villa Amphi TV+ Madagascar à Ivans en Boïtsou, ce vendredi 3 août. Et notre émission reviendra dans 2 semaines. À bientôt, mesdames et messieurs.